Il y a 2 semaines, nous explorions l'hypothèse d'un vaste océan boréal sur Mars. Une planète froide, désertique aujourd'hui, mais dont la surface conserve encore les cicatrices de son passé humide. Sur Mars, retracer l'histoire de l'eau est difficile, mais pas impossible. Les traces sont là, figées depuis plus de 3 milliards d'années. Aujourd'hui, on change radicalement de décor. On prend la direction de Vénus. Une planète où la température dépasse les 460 degrés, où la pression écrase tout et où le plomb pourrait littéralement couler comme un liquide. À première vue, l'exact opposé d'un monde habitable. Et pourtant, de nombreux planétologues pensent que Vénus n'a pas toujours été ainsi. Certains avancent même une idée vertigineuse. Vénus aurait pu être la première planète habitable du système solaire, avant Mars et peut-être même avant la Terre. Comment une planète aussi hostile aujourd'hui aurait-elle pu abriter des océans, un climat tempéré, voire les conditions propices à la vie? Et surtout, quelles traces un tel passé aurait-il laissé, si tant est qu'elles aient survécu? Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les arguments qui soutiennent cette hypothèse et ceux qui la contredisent, pour tenter de reconstituer l'histoire possible d'un monde oublié. Celui qui fut peut-être, pendant des centaines de millions, voire des milliards d'années, la véritable planète bleue du système solaire. Reconstituer l'histoire de Vénus, c'est comme essayer de lire un livre dont 90% des pages ont été réduites en cendres. Les indices sont rares, fragmentaires et souvent contradictoires. Mais les planétologues, armés de modèles climatiques et de simulations, tentent de reconstituer ce puzzle. La tâche est rendue très compliquée par l'état actuel de la planète. Vénus, vue depuis l'orbite, est une boule blanche impénétrable. On ne peut pas voir sa surface et encore moins s'y balader. Il y a bien quelques photos prises depuis le sol par les sondes du programme soviétique Venera. Elles sont rares et ne peuvent pas à elles seules répondre à la question qui nous intéresse. Pour comprendre pourquoi un océan sur Vénus a été possible, il faut donc s'intéresser d'abord aux propriétés générales de la planète, et à sa place dans le système solaire. En la regardant de loin, Vénus est incroyablement similaire à la Terre. Les deux planètes ont approximativement la même taille, alors que Mars est beaucoup plus petite. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle parfois Vénus la sœur jumelle de la Terre. C'est aussi la planète la plus proche de la nôtre, son orbite la place cependant plus près du Soleil, et c'est là qu'on peut faire le premier constat intéressant. Aujourd'hui, Vénus n'est pas considérée comme étant dans la zone habitable du Soleil. Seulement, par le passé, notre étoile brillait moins fort, elle était environ 25 à 30% moins lumineuse, et sa zone habitable était donc plus proche. Vénus était en plein dedans. Il y a 4 milliards d'années environ, Vénus était même mieux située que la Terre. Ce n'est pas une garantie qu'elle était habitable. La Terre, par exemple, aurait dû à cette époque être trop froide et pourtant, on sait qu'elle a accueilli de l'eau liquide. C'est ce que Carl Sagan appelait le paradoxe du jeune soleil faible. Mais bon, ce sera peut-être un sujet pour une autre vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est que Vénus a passé autour de 2 milliards d'années dans la zone habitable du Soleil. Si elle a pu avoir au même moment une atmosphère plus fine et moins propice à l'effet de serre que ce qu'elle a actuellement, alors le scénario de l'eau liquide est possible, voire même probable. Pour soutenir cette hypothèse, il a fallu aller voir d'un peu plus près à quoi ressemble la planète et quelle est sa chimie. Vénus a fait l'objet d'un effort d'exploration très important, notamment soviétique, entre les années 60 et les années 80. Cela a permis de produire les premières analyses chimiques de l'atmosphère, les premières images rapprochées, et même quelques images de la surface. Ces missions ont apporté un autre indice en faveur de l'existence d'un ancien océan, le ratio deutérium sur hydrogène. C'est un argument qu'on a déjà utilisé pour retracer l'histoire de l'eau sur Mars dans la dernière vidéo. Le deutérium est un isotope lourd de l'hydrogène. Chimiquement similaire, il peut former lui aussi des molécules d'eau. Lorsque l'eau est détruite par le rayonnement solaire, ces molécules se dissocient. L'hydrogène très léger s'échappe facilement dans l'espace, le deutérium plus lourd est beaucoup mieux retenu par la gravité de la planète. Si la Terre et Vénus se sont formées à partir de matériaux similaires, ce qui est très probable au vu de leur taille et de leur composition, elles auraient dû posséder à l'origine des ratios deutérium sur hydrogène comparables. Or, ce n'est pas ce que l'on observe. Sur Vénus, ce ratio est aujourd'hui environ 100 fois plus élevé que sur Terre. Une telle valeur suggère qu'une immense quantité de molécules d'eau a été détruite au cours du temps. L'hydrogène s'est échappé tandis que le deutérium est resté piégé dans l'atmosphère. Cet argument à lui tout seul pèse suffisamment lourd pour justifier un océan énorme, qui aurait pu recouvrir toute la planète.
Vénus aurait ainsi pu, pendant 1 ou 2 milliards d'années, ressembler à une boule complètement bleue, parsemée de nuages. Cet argument s'articule par ailleurs bien autour d'une autre spécificité de la planète, sa très lente vitesse de rotation. Vénus fait un tour sur elle-même en 243 jours, alors que la Terre et Mars en font de même en 24 heures environ. Par ailleurs, Vénus tourne dans le sens inverse des autres planètes. En gros, le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. À cause de ces particularités, une journée y dure plus longtemps qu'une année. Cela la rend très spécifique et pointe vers un événement particulier dans son histoire. Il y a ainsi de fortes chances que la planète ne soit pas née avec cette rotation, et qu'elle est fortement ralentie. Un immense océan soumis à des marées solaires présente justement un mécanisme de ralentissement parfait. C'est un phénomène qu'on observe sur Terre. Les marées lunaires ralentissent très légèrement les journées terrestres, de l'ordre de quelques millisecondes par siècle. Cela est dû aux frictions entre le fond des océans et le plancher océanique. Vénus a pu posséder un océan encore plus vaste que ceux de la Terre et qui aurait pu être soumis à des marées solaires, du fait de sa grande proximité à notre étoile. Certains modèles pointent qu'un tel mécanisme aurait pu ralentir la rotation de la planète très rapidement, en quelques dizaines de millions d'années seulement. Tous ces arguments sont séduisants, ils fonctionnent bien entre eux et nous laissent entrevoir une Vénus bleue aux horizons azur à la gravité familière et potentiellement hospitalière pour la vie pendant plusieurs milliards d'années. Cela en ferait une meilleure cible pour l'exobiologie que Mars. Il y a cependant des points noirs sur ce paysage. On peut en effet trouver autant de contre-arguments qui viennent conter une histoire différente. Prenons notre dernière observation, la très lente rotation inverse de Vénus. Son origine n'est pas connue, et un vaste océan n'est qu'une des nombreuses explications possibles. On peut ainsi simuler un effet similaire avec une atmosphère très dense, et cette dernière n'a pas besoin d'être spéculative, puisqu'on l'observe encore aujourd'hui. Des planétologues ont également suggéré un impact géant qui aurait brutalement altéré cette rotation. Cela ouvre la voie à un modèle alternatif à celui de l'océan, où la planète est devenue brûlante très rapidement après sa formation. Vénus aurait toujours eu une atmosphère très épaisse et n'aurait jamais été habitable, ce qui la rendrait bien moins intéressante. C'est justement là qu'interviennent les indices morphologiques. Sur Mars, ils constituent une part essentielle de l'argument en faveur de l'eau liquide. On observe encore aujourd'hui à la surface de la planète rouge des deltas de fleuves et même ce qui ressemble à d'anciennes lignes de rivage. Pour Vénus en revanche, les choses sont plus compliquées, beaucoup plus compliquées. D'abord, il n'existe pas d'image optique de sa surface prise depuis l'orbite. Il faut s'appuyer sur une cartographie radar forcément moins précise. Notre vision de Vénus repose donc en grande partie sur les images de la sonde Magellan acquises au début des années 1990. Ces cartes ne révèlent aucune information clairement identifiable comme résultant de l'écoulement de l'eau, ni vallée fluviale, ni delta, ni rivage évident. Elle montre en revanche une planète couverte de volcans, jusqu'à 85 000, et seulement un petit millier de cratères d'impact relativement bien préservés. Et c'est justement là que quelque chose cloche. Pour une planète de cette taille, ce nombre de cratères est étonnamment faible. De plus, ils se chevauchent très rarement et présentent tous un état de dégradation assez similaire, comme s'ils s'étaient formés à peu près à la même époque, relativement récemment. Cette observation a conduit à l'hypothèse d'un événement catastrophique majeur survenu il y a environ 300 à 700 millions d'années, qui aurait profondément transformé, voire littéralement rebooté la surface entière de Vénus. Sa nature exacte est encore débattue. Impact géant, épisode volcanique ultra intense, chute d'une partie de l'atmosphère sur la surface, ou même rupture dramatique de la structure interne de la planète. Il existe de très nombreuses hypothèses et on pourrait là aussi en faire toute une vidéo. Ce qui semble certain, c'est qu'il y a quelques centaines de millions d'années, la surface de Vénus a brutalement changé. Un événement qui s'est étalé sur quelques millions d'années seulement, peut-être même sur quelques heures. C'est un des cataclysmes les plus violents de l'histoire du système solaire et on ne sait presque rien à son sujet. Et ce scénario nous pose un sérieux problème. Un tel événement aurait très probablement effacé toute trace morphologique plus ancienne, y compris celle laissée par d'éventuels océans. Un véritable coup de chiffon sur l'ardoise géologique de la planète. Contrairement à Mars, le cas de Vénus reste ainsi presque impossible à trancher à partir de la seule surface. Les arguments restants reposent alors principalement sur la chimie de l'atmosphère, la rotation de la planète et les modèles climatiques historiques.
Il existe enfin, dans la chimie même de la planète, un dernier argument qui joue en défaveur d'un océan ancien, le carbone. L'atmosphère de Vénus est extraordinairement riche en dioxyde de carbone. C'est d'ailleurs cette abondance de CO2, puissant gaz à effet de serre, qui transforme la planète en un véritable enfer thermique. Or, de nombreux modèles suggèrent que si Vénus avait possédé un océan durable, une part significative de ce CO2 aurait dû être piégée dans des roches carbonatées. C'est précisément ce mécanisme qui permet à la Terre de rester habitable sur le long terme. Sans lui, notre planète aurait probablement accumulé autant de CO2 atmosphérique que Vénus. En d'autres termes, si notre voisine avait abrité des océans pendant suffisamment longtemps, elle devrait aujourd'hui être moins étouffante, une grande partie de son carbone étant restée enfermée dans la croûte, même après la disparition de l'eau liquide. Mais là encore, l'événement cataclysmique que nous avons évoqué offre une possible porte de sortie. Un resurfacement global aurait pu chauffer la croûte, décomposer ses carbonates et relâcher brutalement ce carbone dans l'atmosphère, effaçant au passage les traces de ce passé plus tempéré. Bref, vous l'aurez compris, l'histoire de notre plus proche voisine demeure largement incomprise. On peut raisonnablement penser que Vénus a toujours été un enfer brûlant, mais on peut aussi défendre l'idée qu'elle fut au contraire l'une des premières planètes habitables du système solaire, et dans ce cas, son histoire devient fascinante. Ce sont précisément ces questions qui motivent aujourd'hui un nouvel effort d'exploration de Vénus. Bonne surprise, le budget 2026 de la NASA a pour l'instant sauvé plusieurs missions clés. Veritas, Da Vinci et Envision, en collaboration avec l'ESA. Peut-être ces sondes apporteront-elles enfin les moyens de trancher ce débat, et de nous dire si la jumelle de la Terre lui a un jour réellement ressemblé comme deux gouttes d'eau. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo spéciale abonnés. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous attends en commentaire si vous souhaitez partager vos questions et vos remarques. Vous trouverez les sources de la vidéo et nos réseaux sociaux en description. On se donne rendez-vous mardi prochain avec Hugo pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.